Maladie de base d'eau est une affection thyroïdienne auto-immune à prédisposition génétique. Donc, elle peut s'associer à d'autres pathologies auto-immunes telles que le diabète type 1. Concernant l'épidémiologie, c'est une étiologie parmi les plus fréquentes de l'hyperthyroïdie. Physiopathologie, un petit mot à la fin. Donc, la physiopathologie, la synthèse des hormones thyroïdiens nécessite un oligoélément qui est l'iode, qui rentre par la voie, le pôle basal, donc dans la cellule thyroïdienne, puis il traverse le pôle apical dans la colloïde, où il sera incorporé dans la thyroglobulines, qui est composée de résidus de tyrosine, grâce aux enzymes thyroperoxydase. Puis, il sera couplé, il sera organifié, puis il sera couplé à la thyroglobuline pour former les MIT, DIT, qui vont former aussi les hormones thyroïdiennes T3 et T4, réinternalisés dans la cellule thyroïdienne. Certains hormones vont être sécrétés, majoritairement T4 et 20% de T3. Le reste, il va être recyclé sous forme d'iodure par les halogénases. Donc, en cas de hyperthyroïdie par maladie de base d'eau, les anticorps antirécepteurs de TSH qui vont se fixer d'une manière permanente sur les récepteurs, ils vont, stimuler d'une manière importante la cellule à synthétiser les hormones thyroïdiennes T3 et T4 jusqu'à avoir cette hyperthyroïdie. Concernant le diagnostic positif, cliniquement, à l'interrogatoire, les motifs de consultation en général, c'est des palpitations, sueur, névrosité, amaigrissement. Le tableau clinique se caractérise par des signes d'accélération de métabolisme tels qu'une diarrhée chronique avec amaigrissement, avec parfois une exophthalmie qui n'est pas constante, à mesurer par un exophthalmomètre. On peut trouver aussi un goitre de volume variable. Souvent, il est volumineux, ferme, dur, sans adénopathie palpable. Il existe aussi sur le plan cardiovasculaire une tachycardie, des palpitations, parfois jusqu'à une insuffisance cardiaque, chaleur des extrémités, sueur. Le diagnostic positif se pose par une TSH freinée et une FT4, FT3, sécrétée par la glande thyroïde qui sont élevées, les hormones périphériques élevées et une TSH freinée. Il existe aussi les anticorps antirécepteurs TSH qui souvent sont positifs et c'est un facteur pronostic important pour les récidives, c'est-à-dire pour le taux de rechute, pour évaluer le risque de rechute et de récidive. Il faut faire un bilan des complications, notamment un bilan ophtalmologique, un fond d'œil et un champ visuel. Aussi, évaluer le degré de l'exophthalmie par les échelles de Norceps et Ogogo, de classification, notamment la composante inflammatoire, et pour décider de la sanction thérapeutique. Un bilan de complications cardiovasculaires, ECG, écho-cœur, pour décider d'un traitement symptomatique, surtout en cas d'insuffisance cardiaque. Diagnostic différentiel, bien sûr, il faut éliminer toutes les autres causes de TSH freiné ou d'augmentation modérée de FT4. Certains médicaments peuvent exposer à ces tableaux, tels que l'amiodarone, la prise factice des hormones thyroïdiens, qui peut être éliminée par la scintigraphie thyroïdienne, qui sera blanche, ainsi que le taux de TG, qui sera presque indétectable, alors qu'en cas de hyperthyroïdie par maladie de base d'eau, on aura à la scintigraphie une fixation
diffuse. Bien sûr, les autres examens radiologiques à faire, c'est l'échographie cervicale, notamment qui peut, c'est-à-dire révéler plusieurs aspects, un goitre, parfois nodulaire, entrant dans le cadre d'un goitre base Wi-Fi. Les nodules peuvent être ponctionnés plus tard en euthyroïdie, jusqu'à l'obtention de l'euthyroïdie. Volet du traitement. Donc, le premier traitement, c'est un traitement médical, symptomatique, suspensif, c'est-à-dire pour réduire la symptomatologie. Ces antithyroïdiens de synthèse, soit carbimazole ou propylthiouracil. Donc, carbimazole, il est caractérisé par des effets secondaires, surtout au cours de la grossesse, premier trimestre, des effets tératogènes, donc il est à proscrire au cours de cette période. Et le propylthiouracil, il expose au risque des hépatites, notamment donc chez la femme qui allait et chez la grossesse deuxième et troisième trimestre. Donc à préférer carbimazole durant ces périodes. Les deux médicaments peuvent exposer à d'autres atteintes telles que la granulocitose, qui est une contre-indication absolue aux ATS et qui nécessite une prise en charge telle qu'une antibiothérapie, une antibioprophylaxie élargie. Et il faut savoir que le but de ce traitement médical, c'est la préparation à un traitement radical, soit la chirurgie, soit une cure d'irathérapie. En général, la durée du traitement médical, c'est-à-dire la sanction thérapeutique était un traitement médical et le patient a refusé un traitement radical, on traite par les ATS pendant 12 à 18 mois. Pour la récidive ou la rechute, souvent c'est le taux des anticorps antirécepteurs TSH qui va nous dire si le patient va rechuter rapidement après arrêt du traitement ou il va tarder pour rechuter. Il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire pour prédire le risque de rechute, tels que le sexe masculin, le tabagisme, et le volume du goitre, l'ancienneté de l'hyperthyroïdie. Bien sûr, il existe donc deux traitements radicaux, traitement par chirurgie et traitement par l'iode radioactif, irathérapie. Donc l'irathérapie expose à une hypothyroïdie imprévisible. Donc au-delà de 1 mois, il faut contrôler fréquemment la TSH. Par contre, la chirurgie, elle expose à d'autres complications telles que l'hypoparathyroïdie par ablation des glandes parathyroïdes ou c'est-à-dire hypocalcémie, ou risque de paralysie des nerfs récurrentiels. Donc, c'est-à-dire le patient va présenter une dysphonie, il va parler d'une manière éteinte. Donc, par contre, pour la chirurgie, l'hypothyroïdie, elle est constante, elle est prévisible. C'est-à-dire le patient va sortir de la chirurgie avec une ordonnance qui comporte souvent Levothyrox, dose max d'emblée, et calcium, c'est-à-dire vitamine D, vu le risque d'hypoparathyroïdie transitoire. Bien sûr, il existe d'autres complications de la chirurgie, telles que l'hématome cervical suffocant, telles que donc une infection, telle que une cicatrisation avec mutilante, c'est-à-dire aspect esthétique mauvais. Pour le traitement médical, si on veut parler des formes cliniques, il existe des formes sévères ou des formes qui échappent aux ATS ou des formes qui se caractérisent par des effets secondaires aux ATS, c'est-à-dire les patients qui ont présenté une agranulocytose ou une hyperthyroïdie sévère malgré les ATS. Dans ce cas, on peut proposer d'autres armes thérapeutiques telles que le lithium ou par exemple les corticoïdes ou le potassium, l'iodure de potassium, donc dans le but de freiner la synthèse des hormones thyroïdiens. Donc pour le suivi du traitement, en général, on préconise donc de recontrôler la T3, T4
souvent T4 à 1 mois de traitement, par traitement médical, bien sûr, contrôler l'FNS et le bilan hépatique, forme numération sanguine et bilan hépatique à 10 jours de traitement, puis les recontrôler chaque 10 jours en général, à la recherche d'une effet secondaire, hépatite ou agranulocytose. Et pour la femme enceinte, c'est un cas particulier, comme on a dit, donc on traite pour le premier trimestre par le PTU, on préfère le PTU, à la dose donc en général 300 mg par jour, jusqu'à 400 mg par jour. Et pour le carbimazole, on le garde pour le deuxième et troisième trimestre. La dose en général, elle varie entre 30 et 40 mg par jour. L'ajustement se fera ultérieurement en fonction du taux de T4. La FT4 doit être maintenue pour la femme enceinte en général dans le tiers supérieur des normes, parce que en fait, il faut savoir que le fœtus aura besoin des hormones thyroïdiennes de la mère, notamment au cours du premier trimestre, où sa thyroïde n'est pas encore formée ou n'est pas encore fonctionnelle. Donc pour les formes de l'enfant, en général, on peut avoir des signes cliniques particuliers, troubles de l'attention, hyperactivité. Et donc le traitement en général, c'est un traitement médical. On préfère carbimazole sur le PTU. Le PTU peut induire des hépatites qui sont à craindre chez l'enfant, qui doit être arrêté en cas d'urine foncée ou d'ictère. Donc ce qu'on préfère chez l'enfant, c'est le carbimazole. Et pour le traitement radical entre chirurgie et irathérapie, certains préfèrent l'irathérapie à faible dose. D'autres préfèrent, en cas de goitre volumineux important, la chirurgie après un certain nombre de cures par traitement médical. Donc, bien sûr, l'évaluation cardiovasculaire doit être refaite. Même chez l'enfant, elle doit être faite parce que, c'est-à-dire selon l'ancienneté de l'hyperthyroïdie. Sans oublier, bien sûr, de rechercher toujours les associations de maladies auto-immunes, maladie cœliaque ou surtout le diabète type 1, une glycémie à jeun, un HbA1c, d'une manière plus fréquente qu'un sujet normal, c'est-à-dire une fois par an. Pour les rechutes, le traitement dépend donc de la sanction thérapeutique initiale. Si il a reçu déjà une irathérapie et il fait une rechute, donc on propose un traitement médical, mais dans ce cas, peut-être au lieu de lui donner une deuxième dose d'iode, il vaut mieux l'opérer. Pour les sujets qui ont été opérés avec une récidive locale, c'est-à-dire un geste incomplet, et peut-être on préfère une irathérapie parce que la zone a été déjà mutilée par la première chirurgie.